Le procès que vous allez juger marquera une étape importante dans l'histoire de Madagascar et dans celle de l'Union française. Il enseignera aux générations futures qu'un groupe d'ambitieux, à la faveur de libertés publiques accordées par la France aux populations d'outre-mer, a voulu abattre par la violence le drapeau tricolore qui flottait sur ce pays depuis plus de 50 ans, pour le remplacer par un drapeau blanc à coins rouges. Ces propos tenus le 29 septembre 1948 au matin servaient d'exorde au réquisitoire de monsieur le procureur général Luciardi devant la cour criminelle de Tananarive, qui, réunie depuis le 22 juillet de la même année, arrivait au terme de ce qu'on appela le procès des parlementaires malgaches. À les relire en 1966, on en mesure la vanité. Sans doute que, dans le feu d'un débat, il est bien difficile de dépasser l'instant où l'on se trouve cantonné pour atteindre la lucidité nécessaire. La veille, 28 septembre, au début de l'après-midi, un autre orateur, maître Mollet-Viville, qui tenait le siège de la partie civile, avait voulu lui aussi tenter son analyse. Il avait dit notamment ceci. Le procès de la rébellion de Madagascar, qui est déféré à votre haute juridiction, est un des plus grands procès coloniaux que le monde ait connu jusqu'à nos jours. Non seulement il met en jeu de façon immédiate le sort d'un territoire français d'outre-mer, mais la portée de votre décision dépassera le cadre national pour s'étendre, d'une façon exemplaire, à l'ensemble des relations internationales entre les pays colonisés et leurs métropoles. Vous allez arbitrer un conflit qui marque une des étapes les plus importantes de la colonisation. Et l'avocat avait poursuivi. La colonisation est, en effet, un des grands faits permanents et nécessaires de l'histoire de l'espèce humaine. Elle est un des moyens de formation et de cheminement de la civilisation, transmettant aux uns l'acquis des autres et permettant la création de synthèses nouvelles. Ce mouvement apparaît dans l'histoire des peuples comme un phénomène inéluctable et universel. Un autre phénomène, non moins constant, est la tendance des pays colonisés à transformer leurs conditions, à s'émanciper collectivement et à conquérir leur indépendance nationale. Les deux grands mouvements peuvent se développer en parfaite harmonie, mais parfois, en raison de leur rythme propre, ils viennent à s'opposer. La révolte de Madagascar en est un exemple. Dans quelle mesure un peuple colonisé peut-il, par la guerre, chasser ceux qui sont venus lui apporter leur science et leur culture? Dans quelle mesure ceux-là ont-ils le droit d'imposer leur présence et leurs lois à l'encontre d'un mouvement d'indépendance? De quoi s'agissait-il? Car derrière cette rhétorique de qualité, il y avait des faits précis mais aussi tout un contexte, dont à l'époque on ne manqua pas de faire grand bruit. La singularité du débat résidait dans la position prise par les accusés. Au centre de l'affaire, il y avait les événements qui avaient éclaté à Madagascar le 29 mars 1947. Événement est ici un euphémisme. Une révolte dure, sanglante, barbare dans ses moyens. Elle avait commencé par l'attaque d'un camp de tirailleurs à Moramanga. Elle se poursuivit par l'incendie de bâtiments administratifs, l'enlèvement de dépôts d'armes, dégénéra en massacre affreux. Il y eut des enfants embrochés sur des saguets, des gens jetés dans des rivières, pierres au cou. Il y eut des pillages, des dévastations, un souffle intense de fureur. Et puis il y eut la répression. C'est dans le cadre de cette répression qu'avait lieu à Tananarive ce procès, dit des parlementaires malgaches, tenu pour les instigateurs, les organisateurs, les ordonnateurs de cette révolte, en leur qualité de dirigeants du mouvement démocratique de rénovation malgache, MDRM, fondé à Paris en 1946 par les députés en question, et sous l'étiquette duquel ils avaient été élus à l'Assemblée nationale avec plus de 80% des suffrages exprimés. Le MDRM avait à son programme de faire prévaloir l'accession à l'indépendance, mais dans le cadre de l'Union française, dont c'était alors les beaux jours.
et dans le respect des droits et libertés proclamés par la Constitution de la 4e République. A priori, là, rien de séditieux, et surtout rien qui pût annoncer l'organisation d'une révolte armée, avec organisation de bandes et consigne de massacre. C'est au demeurant bien ce qu'allaient soutenir les parlementaires, tout comme les autres dirigeants de ce parti, devant la cour criminelle de Tananarive. Voulait-on alors les perdre pour ruiner en même temps leur parti, dont Paris, où M. Marius Moutet était ministre de la France d'Outre-mer, éprouvait quelque ombrage? Ce qui est sûr, c'est qu'il y eut dans cette affaire une succession assez troublante de faits singuliers, du début à la fin de la procédure. Ce qui est sûr aussi, c'est que la trace de ces faits établis n'apparaît nulle part dans la plaidoirie de la partie civile, pas plus que dans le réquisitoire de M. Luciardi. Osons-nous écrire qu'en 1948, à Madagascar, on pouvait en prendre plus à son aise avec les règles judiciaires qu'on se le fût permis nulle part en France. Et il fallait venir de France pour s'en étonner et s'en formaliser. Ces parlementaires malgaches étaient au nombre de 3, messieurs Razeta, Ravoahangi et Rabemananjara. Les 2 derniers se trouvaient seuls à Madagascar au moment où allaient éclater les émeutes. De ces émeutes, une certitude. Elles ont été fomentées et armées par 2 sociétés secrètes qui avaient un nom, JINA et Panama. De la JINA, l'enquête avait établi selon l'accusation les buts, et dans son réquisitoire, l'avocat général Luciardi en livrait les précisions suivantes. La JINA est une organisation secrète dont la création semble avoir été contemporaine de celle du MDRM, 1946. Son but, l'expulsion des Français et la proclamation de l'indépendance de Madagascar. Ses moyens, la violence. Cette secte, c'est le nom qu'il faut lui donner, avait pris toutes ses précautions pour que son caractère clandestin ne fût jamais révélé. Chaque adhérent devait préalablement, en buvant de l'eau dans laquelle avait été jetée une pincée de la terre du tombeau des ancêtres, ou une bague en or, prêter un serment qui se résume en ces mots. Je jure de rester malgache, d'aimer ma patrie, et de donner mon sang pour elle. Je jure de faire un bon soldat. Je jure d'obéir aveuglément aux ordres de mes chefs. Que les pires calamités tombent sur moi si je trahis ce serment. La JINA était organisée en cellules de 5 membres qui ne se connaissaient pas entre eux. Autre précaution pour assurer la clandestinité de l'organisation. Chaque membre devait à son tour constituer une nouvelle cellule. Contrôlant toutes les cellules, se trouvait un comité directeur dont nous connaissons maintenant la composition. Comité qui lui-même était placé sous l'autorité d'un chef unique, Razeta. C'est donc la JINA qui organisa la rébellion dans tous ses détails. C'est la JINA qui recruta les hommes de main qui devaient passer à l'action dès que l'ordre leur en serait donné. C'est encore elle qui envoya des émissaires dans les divers coins de l'île porter cet ordre. Mais la JINA ne fut pas seule. Elle devait trouver dans l'exécution de son plan de révolte une aide efficace, que lui apporta une autre organisation dénommée Panama. La Panama était une société secrète également, mais dont la création est bien antérieure à celle de la JINA. Elle semble remonter à l'année 1942, et elle avait elle aussi comme but l'indépendance de Madagascar. Cependant, elle était restée en sommeil, faisant confiance aux députés Razeta et Ravoahangi, dont le programme répondait à ses aspirations. La JINA n'eut donc aucune peine à se faire d'elle une alliée. Ainsi s'exprimait l'accusation, qui ajoutait aussitôt à son exposé cette question qui résumait tout le procès entrepris. Mais alors, puisque c'est à la JINA et à la Panama qu'incomba la responsabilité de la révolte, pourquoi accuser en même temps le MDRM? Pourquoi accuser les chefs de ce parti? Réponse de la même accusation. Parce qu'il est établi que ces 2 organisations secrètes n'étaient qu'une émanation du MDRM, pour le compte duquel elles travaillaient dans la clandestinité. Or, et le procès se résumait à cela, les 3 parlementaires, comme les dirigeants du MDRM,
n'allait pas cesser d'affirmer au contraire que le MDRM non seulement ne fut pour rien dans les émeutes et la rébellion déclenchée le 29 mars 1947, mais encore qu'il désavouait cette rébellion, la condamnait formellement, en stigmatisait les animateurs et, en tout état de cause, ne voulait en rien les reconnaître pour l'heure. Fourberie ou vérité? C'était le problème. Fourberie, par exemple, que cette démarche de messieurs Ravoahangi et Rabemananjara, dès le 31 mars, auprès du gouverneur général de Madagascar, pour lui signifier leur réprobation des événements de l'avant-veille dont il venait d'avoir connaissance, et plus encore, pour lui demander l'autorisation de lancer à la radio une proclamation au peuple pour l'appeler au calme et lui affirmer que le MDRM ignorait tout ce qui avait pu se tramer, contrairement à ce que prétendaient les journaux français de l'île depuis le début des troubles. Ce qui est sûr, c'est que le gouverneur général, M. de Copé, refusa la proposition, soit par méfiance, soit simplement par prudence. Mais les députés qui tenaient malgré tout à ce que soient connus leurs sentiments, rédigèrent alors au nom du MDRM une proclamation ainsi tournée. Nous déplorons les douloureux événements dont Moramanga, Manakara et certaines parties de l'île viennent d'être le théâtre. Nous nous inclinons profondément devant les victimes innocentes et nous présentons nos condoléances émues et respectueuses à leurs familles. Nous réprouvons de la façon la plus formelle ces actes de barbarisme et de violence. Nous espérons que la justice fera jaillir toute la vérité et déterminera la responsabilité de ces crimes. Nous tenons à protester avec indignation et avec la dernière énergie contre les accusations faites ou insinuées par une certaine presse à notre endroit et à l'égard du bureau politique de notre parti. Nous affirmons solennellement que le bureau politique du MDRM n'a jamais participé à la machination et à la réalisation de ces actes odieux. En attendant le verdict du tribunal, nous demandons à la population de demeurer dans le calme. Notre idéal politique, maintes fois affirmé, reste le même et se base sur une entente franco-malgache au sein de l'Union française. Notre conviction est que seule la volonté d'union entre les deux éléments de la population peut favoriser l'évolution normale de notre pays. En dépit de ces proclamations, de leur solennité, de leur ton, les arrestations commencèrent, et parmi les dirigeants du MDRM. Tous ceux qui, dans l'appareil du parti, occupaient quelques fonctions de responsabilité, secrétaire adjoint, trésorier, propagandiste, et naturellement les élus des assemblées provinciales, furent tour à tour appréhendés. Dans son livre Justice pour les Malgaches, Maître Pierre Stibbe, qui se dévoua et se passionna pour cette cause, écrit à propos de ces arrestations. À Tananarive, dès leur arrestation, ces militants étaient conduits chez le juge d'instruction Vergoz, un jeune réunionnais, ancien commis greffier promu récemment magistrat, qui les inculpait de complot contre la sûreté intérieure de l'État et les renvoyait ensuite à la sûreté pour interrogatoire selon une pratique en vigueur à Madagascar, mais interdite dans la métropole, où seuls les témoins et non les inculpés peuvent être entendus par la police. À l'origine, de quelles preuves dispose cette police pour accuser la direction du MDRM d'avoir fomenté l'insurrection? D'un télégramme en date du 27 mars 1947, c'est-à-dire du jour précédant la nuit où vont éclater les troubles. Le télégramme est signé en effet Razeta, Ravaohangi et Rabemananjara, et bureau politique du MDRM. Il a été adressé à toutes les sections locales du parti. En voici le texte. Prière diffusée. Affiché texte. Ordre impératif est donné à toute section, à tout membre MDRM, garder calme et sang-froid absolu devant manœuvres et provocations toute nature destinées à susciter trouble population malgache et à saboter politique pacifique du MDRM. Dans ces quelques lignes, la police, puis la justice, vont voir un texte conventionnel constituant en réalité un ordre d'insurrection lancé par le MDRM à toutes ses sections,
dès le moment où il avait su que tout était en place pour le déclenchement des émeutes. Leur version est simple. Le procureur général Luciardi la résumera fort bien. Le MDRM, parti officiellement pacifique, réclamant pour Madagascar le statut d'État libre dans l'Union française, nourrissait dans son sein une équipe de tueurs qui avait pour mission de conduire les indigènes au massacre des Français, ainsi que des éléments hostiles à sa politique, et aboutir ainsi à la réalisation de son dessein caché, l'indépendance intégrale de Madagascar. Dans cette façon de considérer les choses, l'affaire du télégramme se reconstitue dès lors facilement. Jusqu'à la veille des troubles, le complot tramé au sein de la société secrète Gina, qui a ses antennes au MDRM, est resté le secret de quelques hommes. Il reste, au dernier moment, à mettre au fait de la situation les personnalités principales du parti, à leur annoncer les événements graves qui vont se produire afin d'obtenir de tous, ensuite, cohésion et unité dans les conséquences qu'il en faudra tirer. Dans ce but, le 27 mars 1947 est fixé comme date d'une réunion du bureau politique à laquelle sont invités les conseillers provinciaux du parti, qui se trouvent d'ailleurs à Tananarive, où ils ont été convoqués par l'administration pour une réunion de leur assemblée représentative. C'est qu'en effet, toujours selon l'accusation présentée au procès, le député Rabé Manandjara a reçu le matin la visite d'un militant de Fianarantsoa, Rakoto, duquel il a appris que tout était prêt pour le déclenchement d'une rébellion. C'est-à-dire que tout était prêt non seulement à Fianarantsoa, mais aussi bien dans les autres parties du pays, et que dans ces conditions, l'heure était venue de passer à l'action. Rabé Manandjara avait donc préparé le texte du télégramme qui équivalait à une confirmation du déclenchement de l'opération. Considérons maintenant la version des accusés et du MDRM. Pour eux, le télégramme n'a pas d'autre sens que celui qu'en offre sa lecture. Il s'explique également d'une manière fort simple. Le 27 mars, 3 jours avant les élections au Conseil de la République, le MDRM, comme tout parti conscient et organisé, avait décidé de tenir une réunion de son bureau politique et d'y convier ses conseillers provinciaux élus, car on voulait arrêter la liste des candidats du parti au bureau de l'Assemblée provinciale de Tananarive, qui venait d'être élu et où le MDRM détenait la majorité. Or, le matin qui précéda cette réunion, les députés Ravoa Angui et Rabé Manandjara recevaient la visite du citoyen Rakoto, secrétaire de la section de Fianarantsoa, venu non point leur annoncer que tout était prêt pour donner le feu vert à une quelconque Saint-Barthélemy, mais au contraire les mettre en garde contre des bruits aussi fâcheux qu'étranges. Il était donc venu exposer aux députés ce qu'il avait entendu dire dans sa province, à savoir qu'une révolte devait éclater la veille des élections au Conseil de la République, dans la nuit du 29 au 30 mars. Qu'un agitateur nommé Kana s'était même présenté à lui en se parant du titre d'envoyé du MDRM, pour lui apporter l'ordre de déclencher les opérations dans son secteur. Rakoto s'était montré fort surpris de recevoir une consigne qui lui apparaissait en contradiction profonde avec les idées de son parti. Aussi bien avait-il demandé à ce Kana d'éclairer davantage sa lanterne. Kana n'y avait point manqué, et lui avait alors appris qu'il était envoyé par Rakoton Drabé, un négociant en tabac de Tananarive, fort au fait de tout ce qui se préparait. Rakoto, toujours méfiant, s'était dit qu'il convenait d'aviser au plus vite les députés du parti afin de savoir à quoi s'en tenir. Ainsi était-il venu trouver messieurs Ravoa Angui et Rabé Manandjara. Et ces parlementaires disaient en substance « Nous avons jugé bien bizarre toutes ces histoires, et nous avons sur le moment voulu y voir quelques manœuvres électorales d'adversaires mal intentionnés, et méditant de troubler de la sorte la tranquillité du scrutin du 30 mars, et au-delà peut-être, les assises de notre congrès fixées au 6 avril suivant. Cependant, pour avoir une vue exacte des choses, ils avaient malgré tout décidé de convoquer à la fin de la réunion prévue avec les conseillers provinciaux aussi bien Rakoto que Rakoton Drabé, qui se permettaient de diffuser ainsi des consignes au nom du MDRM. Ils entendaient en outre consulter les autres membres du bureau et les conseillers provinciaux sur les mesures à prendre
et sur la façon d'éviter à leurs adhérents de se précipiter dans un traquenard redoutable. Or, si Rakoto revient bien l'après-midi pour répéter devant tout le monde ce qu'il avait rapporté le matin aux députés, Rakotondrabe, lui, fit défaut en invoquant une fièvre maligne qui lui interdisait tout déplacement. Au surplus, il fallait retenir que Rakotondrabe avait quitté le MDRM depuis le mois de septembre 1946. Bref, pour les dirigeants du mouvement, Rakotondrabe était bel et bien un partisan de l'action violente et le seul grand ordonnateur des émeutes, en relation avec les sociétés secrètes Jina et Panama. Aussi bien, à la réunion de l'après-midi, lorsque chacun fut au fait de la situation, on flaira très nettement la provocation. Et après un petit débat d'une demi-heure, il fut décidé d'envoyer à toutes les sections le télégramme de mise en garde avec ses consignes de calme. C'est pour lui donner plus de poids, lui conférer la plus grande autorité, qu'on s'accorda à le faire signer par les 3 députés, Razetta compris, bien qu'il fût à Paris et, de ce fait, ignorant la situation. En résumé, une réunion tout à fait normale, un télégramme tout à fait clair et justifié.